Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On va parler du deuil numérique. Que deviennent les réseaux sociaux? Que deviennent vos comptes sur les réseaux sociaux après votre mort? Il vous est sans doute arrivé de voir apparaître sur votre Facebook, c'est l'anniversaire de Paul Jean Martine, qui est une personne décédée. Comment gérer cela? 90 millions de personnes décédées auraient encore un compte Facebook. On va en parler ce matin avec Ludovic Broyer. Bonjour, vous êtes fondateur de l'agence iProtego. C'est une agence de réputation en ligne. Et on va voir avec vous que vous organisez justement ce deuil numérique pour préserver les familles, pour clôturer les comptes ou pour faire continuer ces comptes après la mort. Thomas Forêt, vous êtes président du réseau social Weller. Bonjour. Bonjour. Vous avez, un réseau qui s'est construit autour de cette notion de préserver la vie privée, justement. Vous allez nous expliquer comment. Et puis Antoine Chéron, avocat au barreau de Paris et de Bruxelles, spécialisé dans la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies. Donc peut-être racontez-nous, on va commencer avec vous, Ludovic Broyer. Comment vous est venue cette idée? Puis racontez-nous un petit peu ce que fait votre société iProtego. Alors en quelques mots, donc iProtego, nous sommes une agence de protection de la réputation et de la vie privée sur Internet que j'ai fondée en 2010. Donc depuis 10 ans, nous aidons les personnes et les sociétés à protéger ce capital immatériel que représentent nos données. Et puis au fil du temps est apparue dans ces dernières années une demande de plus en plus récurrente qui était celle d'intervenir sur des comptes de personnes décédées, demande émanant de la famille. Mais pourquoi? On ne peut pas fermer un compte? C'est difficile de fermer un compte après un décès? Alors, oui, jusqu'à peu, pour fermer un compte, il faut que ce soit vous qui le fermiez. Alors, naturellement, il y a des cas où ça devient compliqué. Parce qu'il y a des mots de passe et on ne confie pas nos mots de passe à nos proches, en fait, c'est ça? Pas nécessairement. Et puis alors, si on va par là, il y a la question des réseaux sociaux, il y a aussi la question des correspondances email. Bien souvent un décès. Ça va au-delà du réseau social, ça correspond, c'est tout ce qui est contenu dans un ordinateur finalement, enfin tout ce qui est contenu sur Internet. On peut se poser la question de la manière suivante: que devient ma vie privée le jour où je défunte, et comment je vais pouvoir garder secret ce qui doit l'être, et à l'inverse. Et comment ça se passe alors? Enfin, racontez-nous un petit peu comment vous gérez quand une personne décède, ou par exemple, il faut souscrire un contrat? Oui, alors nous avons une offre qui s'appelle le deuil numérique, qui vous permet de rentrer en contact avec nous. Nous prenons les éléments qui nous permettront d'opérer. Il faut également que nous soyons nommés dans votre testament comme un acteur qui va intervenir pour avoir le droit de mener les opérations en votre nom. Et donc, on va nous se rapprocher des acteurs pour faire opérer vos souhaits. Dans bien des cas, les acteurs, les GAFAM, vont vouloir conserver les données, les transformer sous forme de stèles numériques, sous forme en fait d'un dispositif qui va permettre de continuer à alimenter en données personnelles et les fichiers, et faire du fichier. C'est quoi une stèle numérique? Alors, une stèle numérique, c'est ni plus ni moins qu'un compte, finalement, qui est transformé, appelé stèle, et que vous allez pouvoir aller voir. Alors, il y a plus d'interaction, mais vous allez pouvoir aller vous recueillir, entre guillemets, sur la page Facebook, par exemple. C'est ça qui fait des stèles Facebook? Par exemple, Facebook va faire une stèle numérique. Antoine Chéron, ça vous évoque quoi? On a Anne qui nous dit: mais où est le problème? Quand on est mort, on est mort. Non, non, justement, quand on est mort, il reste des traces. Antoine Chéron, vous êtes avocat. Et oui, c'est tout le problème de la vie numérique et de la vie réelle, la vie physique. La vie, l'identité numérique perdure après la mort de la personne physique. Et c'est le problème. C'est le problème. Et avant, j'allais dire, la loi de 78 sur la loi informatique et liberté avait déjà commencé à prévoir un balbutiement de vie numérique post-mortem et une gestion des données personnelles. Mais c'est surtout avec la loi de 2016, donc assez récente en fin de compte, où là, véritablement, elle va structurer en 2 étapes l'aspect, disposition générale, avec un tiers de confiance qui doit être nommé et qui doit être enregistré à la CNIL, et puis après, des dispositions particulières, comme disait monsieur, avec les réseaux sociaux principalement, et chaque réseau social, est très bien géré aujourd'hui, et permet un certain nombre de dispositions post-mortem. Alors, des réactions, comment se faire du fric encore après votre mort? Alors, est-ce que c'est utile ou pas, ce genre de... Peut-être que vous avez un point de vue, vous qui avez toujours dit qu'il fallait préserver justement tout cela, Thomas Forêt. Moi, je pense d'abord que l'ère de la technologie, elle nous, comment dire, c'est une affaire d'experts, sans vilain jeu de mots. C'est-à-dire que
aujourd'hui effacer ses traces sur Internet, c'est compliqué. C'est pas aussi simple que d'enlever les vêtements dans les meubles, etc. Ouais. Et ça, je crois qu'il y a un fossé qui se creuse entre l'utilisateur et ces entreprises qui produisent des plateformes numériques technologiques compliquées. C'est difficile d'accéder aux données post-mortem, c'est ce qu'on est en train de voir. Heureusement, la loi va dans le bon sens. Choses, ouais. Mais effectivement, il y a toujours cette idée de conserver les données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dit au départ 90 millions de comptes de personnes décédées dans le monde, dans les réseaux sociaux. C'est en fait les GAFA qui souhaitent conserver ces données pour produire encore de l'accès, vous voyez une stèle numérique, comme vous avez dit, ou les pages de commémoration, c'est une occasion de plus pour aller faire du trafic et, in fine, vendre de la publicité. C'est comme si on affichait une publicité sur votre tombe. Ouais. Et puis il y a aussi l'autre gros souci, c'est que désormais on dialogue avec Facebook dans la partie Messenger, qui est la partie non visible des autres personnes de Facebook. Et là on peut se raconter des choses. On n'a pas envie que notre famille ou nos amis ou peut-être notre femme. Oui, vous avez absolument raison. La question, c'est les communications, les correspondances privées, les communications privées qui aujourd'hui sont attenantes aux réseaux sociaux. Effectivement, les gens utilisent je crois de moins en moins les mails. Enfin, pour ce genre de correspondance, utilisent massivement les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Et le sujet, évidemment, c'est qui a accès. Mais je crois que c'est pas vraiment une histoire légale, ça, parce que en réalité, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autres, ne donnent pas accès à ces conversations sur simple demande, même avec un certificat de décès. En revanche, ce qui est vrai, c'est que évidemment, un proche ou un autre, la plupart du temps, aura accès à une boîte mail, ou vous voyez, on peut peut-être récupérer par d'autres moyens, et finalement, on arrivera à récupérer ces correspondances privées. Donc il y a... Mais ma femme est morte, j'écris à Facebook pour avoir son code. Vous ne pouvez pas, ils ne vont pas vous le donner. D'accord. En revanche, en passant par les mails, ça, à mon avis, c'est différent. Mais ça veut dire, parce qu'on a une auditrice qui nous dit « ça m'intéresse beaucoup, quelle est la marche à suivre ? Je ne souhaite pas que ma famille voit ce que je publie sur Facebook en particulier ». Est-ce qu'aujourd'hui, si une personne n'a pas accès à votre Facebook, il peut y avoir accès, je sais pas, sur Facebook, il peut hacker. D'où la notion de tiers de confiance. Ouais. En fait, il va falloir que... Et j'allais dire, les réseaux sociaux sont en train de réfléchir à, même si ça paraît un sujet un peu indélicat, mais même dès l'inscription, proposer qui peut être le tiers de confiance, qui évidemment peut être un tiers extra-familial. Et ce tiers de confiance va effectivement à possibilité, et la loi va lui permettre d'avoir l'accès. Ensuite, d'avoir le fameux droit d'opposition avec le droit de suppression, et après le droit de disposition du compte, parce que peut-être qu'effectivement la personne ne souhaite pas que la famille ait accès à un certain nombre d'informations, de photographies. Mais une nouveauté, je ne sais pas si les invités l'ont vu comme moi, autant il y a quelques années on était vers la suppression du compte, autant aujourd'hui on laisse presque, et on a vu certains journalistes sur le lit d'hôpital en train de mourir, on laisse presque ces comptes vivre avec une fin de vie organisée sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous on voit le plus. Ah oui, c'est-à-dire une sorte de deuil, C'est ce que disait monsieur sur la stèle numérique. En fait, c'est effectivement nous ce que l'on voit le plus apparaître, c'est-à-dire que la personne ne souhaite pas que son identité numérique soit supprimée, mais qu'elle soit terminée et qu'il y ait une coïncidence entre la vie numérique, en tout cas la mort numérique et la mort physique. Oui, alors, autre son de cloche un peu complémentaire. Moi, dans les demandes, c'est vraiment sur la dernière année, on a vu une évolution des demandes des gens qui s'inquiètent et qui, vraiment, au contraire, veulent une suppression, en fait. C'est vrai que nous, en plus, on aura une politique un petit peu prudente par rapport aux réseaux sociaux. On sait que les conditions peuvent évoluer et on sait que l'intérêt derrière, il est vraiment mercatique en fait. Le but du jeu, c'est simplement de faire vivre leurs fichiers grâce à pouvoir vous vendre des couronnes de fleurs au bon moment parce que vous allez voir la stèle numérique. C'est sûr que ça va aider. Les gens, en fait, il y a un petit peu un côté où on fait accepter aux gens l'idée que c'est normal et que, comme disait Mark Zuckerberg il y a quelques années, c'est comme ça et il n'y a pas de raison que ça change. Nous, chez les Protéo, on pense que c'est pas une fatalité et qu'au contraire, il faut se battre parce que nos données, c'est nous, et on ne doit pas les laisser circuler parce qu'on ne sait pas ce qui se passera plus tard. Il y a quand même, ça peut être assez violent pour les familles ou pour même les proches de voir ressurgir régulièrement. Enfin, moi, je sais que ça me choque sur Facebook de voir apparaître, c'est l'anniversaire de Bernard,
alors que Bernard est décédé il y a 5 ans. Oui, parce que ce qui se produit la plupart du temps, c'est pas que les gens ferment leur compte ou autre, c'est qu'ils le laissent à l'abandon, tout simplement. Ouais. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, Thomas Forêt. Évidemment, hein, quand vous avez un proche qui a disparu, c'est pas la priorité. Et puis, on laisse ça comme ça. Et puis c'est malsain parce que le compte est toujours là. Il souhaite les anniversaires. Ça, on entend parler souvent de cet exemple. Donc, je crois que le sujet doit, comme tous les sujets numériques aujourd'hui, doit arriver aux oreilles de tous nos concitoyens. C'est-à-dire, on doit... et vous en faites l'exemple aujourd'hui avec cette émission, porter tous ces sujets dans le débat public parce que c'est l'évolution des mœurs de nos sociétés dont il est question. Juste un complément Antoine Chéron. Sur ça. Vous avez toutes les 4 minutes une personne qui décède et qui possède un compte Facebook. Donc c'est effectivement important. Et on a une ou deux, à peu près entre 1 et 2 pages sur 100 qui est à l'abandon sur Facebook dû à ces causes de mort physique. Donc c'est effectivement des taux qui sont assez importants. Et je suis d'accord avec monsieur, quid de la donnée personnelle, mais je pense qu'elle n'a pas été anticipée en amont de manière testamentaire. Et effectivement, j'allais dire, les personnes en charge de l'exécution du testament n'ont pas forcément la présence d'esprit, on va dire ça comme ça, d'aller voir tout ce qui est sur le net. Et sachant aussi que vous pouvez avoir une vie privée numérique qui n'est pas portée à la connaissance ni de la famille, ni des familles, ni des amis. Et c'est effectivement problématique. Et en plus, la jurisprudence va dans le sens de la non-communication, j'allais dire, à la famille et aux amis, de ces données numériques personnelles. Ouais. Donc, finalement, Iprotego, ce que propose Ludovic Broyer, est plutôt une bonne solution, enfin une bonne idée. Oui, tout ce qui est organisé, j'allais dire, tout ce qui va dans le sens, aujourd'hui, le règlement européen va dans le sens de la maîtrise de ces données personnelles. On l'a vu en 2018, on a débattu depuis 2 ans sur cet aspect-là, maîtrise des données personnelles, et je pense que l'aspect, effectivement, maîtrise post-mortem des données personnelles est une bonne chose, et je pense qu'il faut l'anticiper, parce que sinon on va se retrouver avec, comme disait monsieur, des comptes qui sont laissés à l'abandon, avec peut-être des personnes qui seront heurtés, comme vous disiez, avec des sollicitations liées à l'anniversaire. Et je pense que ça, c'est pas. Et puis l'autre souci, c'est que on n'a plus d'albums photos. Aujourd'hui, toutes nos photos, on les met sur Facebook ou sont dans nos portables. Et souvent, les familles veulent récupérer certaines photos sur les sites pour créer des albums photos. Moi, je voulais savoir à qui ça appartient, tous ces données. Est-ce qu'ils nous appartiennent à nous ou finalement les photos qu'on met appartiennent à Facebook ou à qui ça appartient? Alors ça, c'est un super gros débat parce que hébergeur ou éditeur, tout le problème est là. Alors prenons l'exemple. Alors je parle un peu sous le contrôle de notre ami avocat parce que j'ai pas revu les CGV en détail récemment. Les conseils Facebook typiquement. Les conditions générales d'usage CGV. Lorsque vous créez votre compte Facebook, donc vous adhérez aux conditions générales. Dans les conditions générales, vous concédez à Facebook une licence d'exploitation mondiale, multi-support, qui donne à Facebook le droit d'utiliser ces documents. Donc vous leur concédez le droit, qui est votre droit, de les utiliser. Twitter, de mémoire, se faisait donner les droits. Non, vous laissez la propriété, mais vous aviez juste un droit d'exploitation. Ouais. Donc c'est encore un sujet qui est pas très clair. Et c'est-à-dire que dès qu'on publie quelque chose, on prend le risque de le voir tomber dans un espèce de domaine public où il peut être repris légalement ou illégalement. On va en reparler dans un instant. 0826 300 300 si vous avez des questions. En tout cas, c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous interroge, et c'était le but de cette émission. C'est Gilles qui a proposé ce sujet, et c'est vrai que il faut en parler. Merci. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on parle du deuil numérique. Que se passe-t-il? Que deviennent vos données après votre mort, votre compte Facebook, Instagram ou autre? On en parle avec Ludovic Broyer, fondateur de l'agence Iprotego. Thomas Forêt, président du réseau social Weller. Je rappelle que c'est un réseau social qui s'est justement construit pour préserver la vie privée sur Internet et qui ne laisse aucune donnée de votre compte public. Antoine Chéron, avocat au barreau de Paris et de Bruxelles,
spécialisé dans la protection individuelle et les nouvelles technologies, et Gilles Gansman, qui est passionné par le sujet. Antoine Géron, vous vouliez réagir à la question justement de Gilles sur et ce que répondait Ludovic Broyer sur la propriété des photos. À qui appartiennent les photos qu'on met sur Internet? Alors, les photos et vidéos qui ont été prises par la personne appartiennent à la personne, sauf s'il y a un photographe qui en revendique les droits d'auteur, mais en tout cas, les vidéos appartiennent à la personne. Et effectivement, comme disait monsieur, lorsque vous adhérez aux réseaux sociaux, en fait, vous concédez une licence. Ça a donné lieu à énormément de débats par rapport à ça. C'est que vos images et vos vidéos, ou dans une certaine mesure, données personnelles aussi, vont être exploitées par les réseaux sociaux. Et ce qui est assez troublant, c'est que le droit de destination n'est pas précisé dans cette licence. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les réseaux sociaux vont pouvoir avoir une utilisation, j'allais dire absolue et un peu exacerbée, de vos photographies, par exemple pour une réutilisation marketing, pour vous reprofiler différemment et exploiter vos données de manière commerciale. Donc ça, effectivement, c'est assez désorientant que ce droit de destination, c'est-à-dire que la personne décide de uniquement donner la licence à Facebook que pour Facebook et que pour sa page, par exemple. Mais pas une utilisation qui soit globale et que Facebook puisse aller vendre vos données dans un autre pays pour un sujet divers et varié. On a Corinne qui nous dit le compte reste actif malgré tout pendant un certain temps. Elle a voulu fermer le compte de son fils et il est resté actif pendant plus de 6 mois. C'est aussi la complexité de Facebook, Instagram et autres qui traînent des pieds, non Fermer un compte, il faut bien comprendre que pour eux, c'est une ligne d'enregistrement dans le fichier qui disparaît. Donc c'est de l'argent en moins, bêtement et méchamment. Donc ils sont bien obligés de le faire. Donc il y a des procédures qui sont pas très complexes, mais qui sont un petit peu cachées, où on accompagne un petit peu moins bien l'utilisateur dans la découverte de la fonction, pour le décourager. Il est vrai que si vous vous reconnectez, une fois que vous avez demandé une suppression de compte, de fermeture sur votre compte Facebook, et que vous vous reconnectez, ça annule la demande en cours. Et quant au délai, normalement c'est 3 mois. Maintenant on observe que des gens se plaignent que ça dure plus longtemps. Quand je ferme mon compte, les commentaires que j'ai faits sur d'autres comptes disparaissent aussi. Par exemple, si j'ai liké ou j'ai mis sur le Facebook de Valérie un commentaire sur une émission, est-ce que lorsque je ferme mon compte, ce commentaire reste ou disparaît? Alors j'espère que je ne suis pas en train de dire une grosse bêtise. Il me semble que si c'est du privé, tout ce qui est d'ordre privé va disparaître. Si c'est du commentaire sur un post qui est public, je pense qu'il doit rester. Donc on reste indirectement, on reste quand même sur la toile. Ça va fermer votre compte, ça va fermer vos publications qui sont publiées sur votre compte. Ouais, j'avoue que j'ai un petit doute. Sur les commentaires que vous allez publier sur un post, il se peut qu'il reste. Antoine Juste un complément d'information. En même temps, il est normal aussi que les commentaires, j'allais dire, que vous avez fait dans le monde physique ou dans le monde numérique, restent ante-mortem. Avant votre mort, il est normal qu'il reste. Ensuite, postérieurement, donc post-mortem, postérieurement à votre mort, après, effectivement, il y a un choix qui est fait pour la personne ayant l'exécution du testament à faire. Et il y a effectivement une possibilité pour lui de supprimer ou de laisser ou de transformer le compte. Mais pour les commentaires, prenez un écrivain qui a écrit des livres tout au long de sa carrière, il va pas supprimer les œuvres. Thomas Forêt, l'écrivain, précisément, il a écrit pour le que ça reste après sa mort. Quel conseil vous donnez justement, encore une fois, votre réseau s'est bâti sur cette notion de vie privée. Oui. D'abord, le conseil, c'est il faut que les gens comprennent que qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui. Il faut qu'ils comprennent que la technologie, c'est pas simplement quelque chose d'inaccessible. Il faut qu'ils s'y intéressent. Notre monde est en train de changer, d'être totalement bouleversé par ces technologies. Et ceux qui s'y intéressent pas, malheureusement, vont subir les effets collatéraux de ces technologies. Donc il faut s'y intéresser. D'abord, ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de porter ces questions au débat public, parce qu'elles sont importantes. Nos législateurs aussi doivent s'intéresser aux technologies. Ça c'est évidemment, il n'y a pas que les citoyens, ceux qui nous représentent doivent vraiment faire l'effort d'être dynamique, d'avoir une jeunesse entre guillemets, c'est-à-dire être capable d'aller regarder ce qui se fait de neuf. Parce que les questions de demain, elles sont en train de naître aujourd'hui. Elles sont pas,
Et je pense qu'on n'imagine pas, on n'a que la partie émergée de l'iceberg, mais ce que vous racontiez, Ludovic Broyer, qui est assez glaçant sur les pompes funèbres qui aujourd'hui proposent un service de stèle numérique d'une certaine manière, mais les incidences derrière, c'est la pub. L'objectif, une société de pompes funèbres reste une société économique avec un objectif qui est gagner de l'argent. Cette étape, aussi douloureuse soit-elle, reste un élément de business pour beaucoup. Et effectivement, on ne va pas hésiter à voir apparaître, malheureusement, aujourd'hui de plus en plus, de la part des acteurs du funèbre, des pages de la pollution sur votre nom dans les résultats Google. Prenez l'exemple de quelqu'un qui est décédé il y a 6 mois, tapez son nom et vous allez être effaré du nombre de résultats qui n'ont rien à faire finalement sur le nom de cette personne, qui sont simplement des faire-part, des pages d'éditeurs qui, d'une manière indirecte, vont amener du trafic et donc de la pub. Et vous, si on prend un contrat avec vous, vous occupez de combien ça coûte, et également sur la réputation. C'est-à-dire, si après ma mort, il y a des gens qui m'insultent, vous nettoyez, c'est ça ? Oui, oui. Alors nous, un beau ça salaud. c'est même notre métier de base. C'est notre métier depuis le début, c'est notre ADN. On va savoir, pour un vivant ou pour un défunt, nettoyer, influencer les résultats de Google pour ne voir que ce que l'on souhaite y voir et ne pas y voir ce qui est nécessaire. Ça coûte combien ? Alors ça coûte combien si on veut vous confier un contrat pour post-mortem on est à peu près dans les 50 € par an. Oh, ça va. C'est pas quelque chose de très très cher. Et après, il y a différents niveaux d'options en fonction de ce que vous voulez, qui peut faire monter un petit peu l'addition à 300-400. Mais au départ, fermer des comptes, gérer les comptes Facebook, de base, Instagram. Sur le social, on est à une cinquantaine d'euros. On est grand public. Nous, on s'est créé vraiment pour le grand public. iProtego, à l'inverse de beaucoup de sociétés dans la réputation, qui travaillent sur le B2B, nous, on sert le grand public. Antoine Chéron, ça vous semble... Oui, non, moi je trouve que effectivement de respecter les volontés de la personne, et j'allais dire assurer une certaine image de la personne décédée, pour moi ça va dans le bon sens. On a aujourd'hui des armes juridiques comme l'atteinte à la vie privée, comme l'atteinte à la dignité, comme même la diffamation post-mortem. Donc on a aujourd'hui des possibilités judiciaires pour j'allais dire aller dans le sens de cette irréputation. Mais en tout cas, de réfléchir, Thomas Valère a un mot, de réfléchir, en tout cas de penser qu'après votre mort, vos comptes seront toujours là, sont toujours actifs, et que posez-vous des questions sur ce qu'il y a, qui y a accès. Oui, l'ère du virtuel amène aujourd'hui aussi toutes les questions des données que nous déposons sans même nous en rendre compte. Et je crois que c'est ça le grand sujet, c'est que tout le monde doit prendre conscience de ça. On dépose des données partout et à un moment, il va falloir les maîtriser à nouveau. Je vais vous confier mes codes, Valérie. Thomas Forêt, j'en veux pas. Président du réseau social Weller, Ludovic Broyer, donc c'est fondateur de l'agence iProtego, et Antoine Chéron, merci d'avoir été avec nous, spécialisé dans la protection intellectuelle et les nouvelles technologies, avocat au barreau de Paris et de Bruxelles. Merci à tous les 4, merci Gilles. Merci beaucoup. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio, 10h midi.